Le 7 juillet 1939 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film La règle du jeu, texte intégral. Je n'ai plus besoin de présenter M. Jean Renoir à mes lecteurs. Ils savent ce que j'ai pensé de ses velléités politiques dans les premiers temps du Front populaire, mais aussi mon estime. Quelques-uns de mes amis disent mon faible pour l'auteur de La Grande Illusion. L'un des trois hommes de notre cinéma, avec M. René Clair et M. Jacques Feder, qui méritent le nom d'artiste. M. Jean Renoir, avec La règle du jeu, vient de tenter une entreprise qui compte dans une carrière et qui réclamait énergie et hardiesse. Il a lui-même imaginé et écrit son scénario, la majeure partie de ses dialogues, dirigé bien entendu la mise en scène, et tenu un rôle important de la distribution. Depuis le film sonore, seuls les Français se sont risqués à de telles tâches, certainement parce que notre goût de l'indépendance est plus fort que toutes les machines. On a toujours souhaité, avec ardeur, qu'ils réussissent, non seulement pour le plaisir qu'on peut prendre à leur ouvrage, mais parce que l'on aime à avoir la preuve que le bon cinéma n'est pas voué nécessairement à la grande industrie sur le type d'Hollywood. Le scénario de M. Jean Renoir est fort différent de ce qu'il aborda jusqu'ici. On devine chez l'auteur le désir de toucher un registre nouveau, de réagir aussi contre les poncifs d'un populisme à la façon de M. Carnet. Sortant de la bête humaine, M. Renoir a voulu changer d'air. On l'en félicite. Il se refuse à exploiter une formule. C'est un des traits qui distingue l'artiste du marchand. Il est vraisemblable encore que les sentiments politiques de M. Renoir n'ont pas été étrangers au choix de son nouveau sujet, pour une satire plus ou moins voilée. Puisqu'il a eu l'intelligence de ne pas faire une œuvre de partisan, il suffit de le noter. Dans ses grandes lignes, ce sujet est l'opposition entre un drame sensuel et l'atmosphère frivole où il se déroule. M. Jean Renoir, à peine descendu de la locomotive du mécanicien Lantier, nous emmène chez les gens du monde. Comme il affectionne de jongler avec les problèmes délicats pour un homme classé ainsi clu à gauche, le marquis de son histoire est un demi-juif, fils d'un Rosenthal de Francfort. Monsieur Renoir, habilement et malicieusement, laisse des gages à chaque spectateur. Si celui-ci est antisémite, il ne sera pas mécontent qu'un personnage traité assez ironiquement soit de sang hébreu. S'il est philosémite, il appréciera que ce marquis au profil sémite se soit admirablement adapté aux mœurs d'une vieille aristocratie qui lui en fait hommage en même temps que son cuisinier. Les sentiments de ce dernier, exprimés avec beaucoup de saveur, peuvent du reste servir à deux fins, anti-juives ou non. On observera encore que seuls les gens du peuple se rappellent les origines du marquis et les jugent sans aménité. Les salons, distraits et vains, n'en savent plus rien. Le marquis, menant un très grand train, a épousé une belle exilée viennoise. Un jeune aviateur, André Jurieu, aime la viennoise qui ne paraît pas lui avoir été trop sévère. Au retour d'un périlleux et glorieux raid transatlantique, il est désespéré de ne pas la voir sur le terrain du Bourget. Elle semble l'avoir oublié. Jurieu a un grand ami, Octave, une sorte de bohème, qui s'entremet pour le faire inviter en Sologne à une partie de chasse du marquis, dont il est un des familiers. Le marquis, de son côté, a une maîtresse qui commence à lui peser. Cette intrigue quadrangulaire, assez banale, pouvait être le départ de n'importe quel film à cabot calamistré et à ridicule falbala. Je n'ai guère besoin de dire que M. Renoir évite tous les lieux communs que déviderait un Marcel L'Herbier. Cette première partie de son film est pour lui une étude de mœurs.
Il est toujours assez facile de reprocher des nuances, des fautes d'usage et de ton à un auteur de film qui représente le monde avec des comédiens presque tous nés dans une petite condition. 2 ou 3 des interprètes de M. Renoir sont indiscutablement d'une vulgarité que la présence auprès d'eux de Madame Nora Grégor, princesse Starrenberg, ne compense pas. Mais M. Renoir a aux 3/4 tourné l'obstacle en indiquant bien que le marquis et sa femme vivent dans un milieu très libre et mêlé. Il le fallait du reste pour sa peinture d'une société en train de se faisander. Ce qui compte, c'est la justesse de presque toute cette peinture. Monsieur Renoir nous avait déjà montré dans La Grande Illusion, avec les personnages de l'aristocrate français et du hobereau allemand, que sa connaissance des hommes était loin de s'arrêter à la plèbe ou à la canaille de la plupart de ses films. Il ne faut pas non plus s'arrêter aux propres apparences de Monsieur Renoir. Sous son aspect débraillé, son parler traînard, il y a un observateur toujours en éveil. La partie de chasse de la règle du jeu est une page qui n'a guère de précédent dans le cinéma français, par le relief, l'abondance, surtout la vérité du détail, vérité humaine et vérité du cadre, de la lumière rendue par l'un des premiers paysages de l'écran, la souplesse admirable de la facture enfin. Les premières scènes du château, l'arrivée des invités, les propos des domestiques, les congratulations nocturnes dans le grand couloir du premier étage sont de la même force. C'est bien le tableau de l'insignifiance brillante, de l'oisiveté en perpétuelle agitation, traduite par le bruit aussi bien que par l'image. L'écran bourdonne de vie. Jusqu'à présent, on ne pourrait guère reprocher à M. Jean Renoir qu'une certaine nonchalance à nouer les fils de son aventure. Mais on y pense assez peu. On a eu sans cesse l'esprit amusé, et l'œil aussi, par cette qualité visuelle du moindre cadre, qui n'appartient vraiment qu'au fils du grand peintre Renoir. Ce goût exquis et discret de chaque mise en page, chaque coin de décor. On arrive à la soirée costumée qui est le moment capital de la règle du jeu. On pense deviner ce qui a guidé avant tout M. Jean Renoir. Le drame ébauché se précipite, contrastant avec le burlesque ou la vanité de tout ce qui l'entoure. On songe au bal du comte d'Orgel, le petit livre un peu court mais serré, lucide, de Raymond Radiguet, dont on parla trop pour ne plus en parler assez aujourd'hui. Mais les intentions de M. Jean Renoir vont se compliquer étrangement. Au désir et au souci amoureux de l'aviateur, de Christine, du marquis, de sa maîtresse Geneviève, s'ajoutent ceux du garde-chasse Schumacher, dont la femme est serrée de près par le nouveau brosseur, Marceau, l'ancien braconnier. Le marquis et ses amis, déguisés, jouent une espèce de revue. Christine fuit son mari. Elle s'éclipse dans un salon écarté avec un certain Saint-Aubin. L'aviateur jurieux fait une crise de fureur et de désespoir et casse la figure à Saint-Aubin. Le garde-chasse, exaspéré, poursuit son épouse à travers les salons, revolver au poing. On rit, on croit à une nouvelle attraction, jusqu'à ce qu'une balle siffle. Tout ce remue-ménage nous amuse, puis commence à nous inquiéter. Nous comprenons que nous voici aux 2/3 du film et que nous ne savons en somme rien sur les héros. Monsieur Renoir a saisi merveilleusement leurs tics, leurs apparences, mais sans cela, nous ne distinguons rien. Si l'auteur a voulu nous montrer le vide de ces crânes et de ces cœurs, il est allé trop loin. Chez les êtres les plus falots et les plus papillonnants, il subsiste malgré tout une certaine continuité dans les désirs ou les dégoûts. On ne décrit pas un homme riche uniquement par sa manie de collectionner des boîtes à musique. Ces poursuites de 4 ou 5 couples
au bruit d'une musique foraine dans de somptueux salons sont d'extraordinaires morceaux de cinéma. Mais M. Renoir cède à sa virtuosité. Il ne déplace plus que des mannequins de son. Le sens de la vérité l'abandonne. Il invente une scène impossible entre le laquais braconnier et le marquis pour placer quelques mots savoureux. Christine, une fois Saint-Aubin par terre, se jette au cou de Jurieu. Le marquis tombe sur Jurieu à bras raccourcis. Christine en profite pour disparaître et nous la retrouvons dans le parc, jurant un amour éternel à Octave. Octave va l'enlever, mais en allant chercher son chapeau, il se ravise. Il délègue Jurieu à sa place. Et Jurieu se fait tuer aux pieds de Christine par le braconnier qui croyait qu'il venait de séduire sa femme. Ce n'est plus du drame, ni de la farce, ni de la satire, mais une nuit de saoulerie où les femmes ne se possèdent plus, où l'on se tue stupidement. Monsieur Renoir a perdu pied pour avoir voulu mélanger trop de situations, d'intentions, de genres. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous le voyons glisser dans cette confusion. On se rappelle l'hermétique nuit du Carrefour, l'incohérence du crime de Monsieur Lange. Monsieur Renoir voulait marquer l'identité des instincts à travers toutes les couches sociales, les gens du monde se battant pour une femme comme des manœuvres au fond d'un faubourg, l'éducation sauvant la face tandis que le peuple va naïvement au crime. Tout cela était riche de sens, mais s'est perdu en route, parmi les multiples dessins que l'auteur n'a pas su coordonner. Je suis le premier à le regretter, mais je pense que toute la dernière partie de la règle du jeu est insoutenable. Je redoute pour elle l'épreuve du public, et s'il s'étonne, il sera difficile de lui donner tort. Je crains que les qualités étonnantes semées à travers tout ce film, que l'excellente interprétation de M. Dalliot, M. Roland Toutain, M. Carrette, M. Modo, Mlle Paulette Dubosc, ne représentent surtout un immense effort fourni pour une assez lourde déception. Il reste un mot à dire de deux acteurs qui sont une des curiosités du film. Madame Nora Grégor, très marquée déjà, ne semble pas avoir beaucoup de chance pour elle dans le cinéma. Quant à M. Jean Renoir, il a déjà été comédien dans un petit rôle de la bête humaine. Il joue celui d'Octave, beaucoup plus important dans son propre naturel, avec beaucoup d'aisance, en insistant un peu trop cependant sur l'accent populaire du personnage.